Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Le plateau est toujours au complet avec notre invité Malika Salam et nos éditorialistes Samuel Gembok et Jean-Marie Bitomo. L'actualité économique à présent, le cabinet d'études Boston Consulting Group a rendu public son dernier rapport ce mardi. Il en ressort que l'Afrique dispose d'un atout de taille, son réservoir de consommateurs. On fait le point tout de suite avec Deo Gracias Podo. Selon une récente étude du Boston Consulting Group, un cabinet international de conseil en stratégie, le nombre de consommateurs africains dépassera le milliard de personnes d'ici les 5 prochaines années, soit bien plus que l'Europe et l'Amérique réunies. Longtemps considéré comme un marché peu rentable, l'Afrique pourrait faire changer d'avis aux investisseurs, eu égard notamment à la dynamique de sa croissance. Nous sommes en train de changer de paradigme parce que nous sommes en train de passer des besoins de subsistance vers des besoins qui sont générés par l'innovation. Aujourd'hui, l'offre crée sa demande en Afrique, surtout que les populations sont très optimistes. Maintenant, comment l'Afrique arrive à tirer ce potentiel, c'est-à-dire comment l'Afrique arrive à réaliser ce transfert de technologie en apprenant des industries extérieures, mais en faisant comme la Chine, c'est-à-dire développer sa propre technologie interne, la protéger et faire en sorte que elle puisse être viable. Tout l'enjeu reste à ce niveau. Je pense que l'Afrique doit pouvoir y arriver. Au cours des dernières années, la plupart des pays africains ont opté pour une diversification de leurs économies et entrepris de multiples stratégies pour promouvoir une classe moyenne. Conséquence, la demande de produits de consommation, de services et bien d'autres encore a enregistré une hausse portée par les taux de croissance à 2 chiffres, surtout dans la partie occidentale du continent. Les réseaux de distribution des biens et services se sont améliorés, tout comme les efforts en faveur de l'accès aux télécommunications et à Internet. Le commerce en ligne offre de nouvelles opportunités aux consommateurs africains qui s'adaptent à une nouvelle réalité. Il y a une sorte de retour d'un afro-optimisme qui est témoigné par ces rapports. Mais pour ma part, il faut rester très très prudent et surtout croiser les données issues de ces rapports avec d'autres éléments de réalité. Ce qu'on doit retenir, c'est que l'Afrique est le continent de l'avenir et qu'il faut donc encourager les investisseurs à s'intéresser au continent africain et de l'autre côté, encourager les États africains eux-mêmes à faire des efforts sur le plan structurel, sur le plan de la stabilisation du cadre macroéconomique pour que justement les investisseurs qui s'intéressent de plus en plus au continent africain y trouvent les conditions les plus appropriées pour avoir des retours sur investissement satisfaisants. Les perspectives économiques portées par la consommation sur le continent africain sont encourageantes, mais un certain nombre de handicaps demeurent. Les spécialistes évoquent notamment la faible bancarisation, les défis de la bonne gouvernance, le climat des affaires dans bon nombre de pays africains. Mais ils restent optimistes. Les nouvelles technologies, l'émergence d'une classe moyenne ou encore la croissance démographique devraient être des atouts en faveur du développement du continent. 1,1 milliard de consommateurs donc d'ici à 2020. Encore faut-il, Jean-Marie, que les industriels s'adaptent aux attentes précises des consommateurs. Quelles sont-elles ? Les attentes des consommateurs, vous savez aujourd'hui, l'Afrique est le continent dans lequel un peu la Chine est sortie de là, dans lequel le développement, la croissance va être la plus rapide. Tout simplement pourquoi? Parce que dans toute économie dans le monde, vous avez impérativement l'exigence. La population, c'est une richesse en tant que telle. Pendant des années, on nous a dit que oui, le fait de faire des enfants, parce que la production ne suit pas, on n'arrive pas à nourrir les bouches. L'Afrique aujourd'hui a des perspectives de croissance qui sont indéniables face aux investisseurs. Mais maintenant, moi j'insiste toujours sur une chose. Il faut que le développement de l'Afrique soit effectué en fonction des critères psychologiques des Africains. Quand je viens d'entendre la critique là sur la bancarisation. La critique sur la bancarisation, je ne peux pas l'accepter tout simplement pourquoi? Parce que le modèle de fonctionnement bancaire, financier mondial, nous sommes dans un système mondialisé, je suis d'accord. Mais un continent ne peut se développer qu'en tenant compte, comment dirais, de ses critères psychologiques propres. Donc la construction, le système bancaire mondial tel qu'il fonctionne à l'heure actuelle, le système financier n'est pas un système financier qui est capable de pouvoir épouser les contours psychologique des Africains, de la conception de la gestion financière et monétaire des fonds. Je veux bien, on va me souligner que l'Afrique, ce n'est pas un continent d'exception, il faut s'intégrer à la mondialisation et tout ce qui s'ensuit, sauf que cette intégration à la mondialisation à marche forcée là risque, si vous voulez, d'être pénalisable au développement des économies africaines en tant que telles. Alors Samuel, Jean-Marie parle de critères psychologiques, mais ils ne sont pas les mêmes pour tous les pays africains. Donc une technologie ciblée et adaptée à la problématique doit aussi peut-être être mise en place pour chaque pays. Je suis un des fervents défenseurs de ce qu'on appelle la construction. Donc je pense qu'il est important de... C'est déjà très bien que l'Afrique soit une Afrique marché,
mais ce serait encore bien si l'Afrique devient une Afrique capitale. Et pour que l'Afrique devienne Afrique capitale, il faut des efforts considérables sur le plan de la gouvernance, sur le plan de la décentralisation. Il faut maîtriser de nouveaux outils pour vendre ces territoires. Aujourd'hui, on parle de marketing territorial. Ça, nous ne le savons pas encore le faire. Pourtant, quand on parle de perspectives économiques, on oublie que ces populations, ce marché potentiel africain, il reste prioritairement un marché urbain. Plus de 60%, voire 70% des Africains vivent dans des localités qui sont presque enclavées. Et donc, quand on parle de perspectives, je veux qu'on intègre de nouvelles variables. Et des variables qui me semblent pertinentes, qui puissent permettre de poser un diagnostic beaucoup plus rationnel, qui nous permettent de nous projeter sur les 10, 15, 20 prochaines années, sans toutefois faire des erreurs du passé. Je ne suis pas très convaincu d'une approche africaniste ordinaire. Je pense qu'il faudrait plutôt adhérer aux règles standards de l'économie. Je ne pense pas qu'il y ait un modèle économique qui soit spécifique. La croissance, le développement peut connaître quelques modifications selon les contextes, mais je pense qu'il y a une colonne vertébrale que tout le monde doit suivre. Merci Samuel. Autre info économique, le Rwanda connaît une pénurie de dollars américains, une situation qui alimente la spéculation sur le marché financier. Mais la Banque centrale qui a pris la situation en main se veut rassurante. Reportage à Kigali de notre correspondant Olivier Diakotan. Le dollar américain se fait de plus en plus rare sur le marché financier au Rwanda depuis près d'un mois. Cette pénurie a même provoqué la perte de la valeur du franc rwandais par rapport au billet vert. En effet, un dollar équivaut actuellement à environ 800 francs rwandais, alors que dans le passé, il se négociait à 700 francs. L'augmentation de l'activité économique serait à la base de cette situation selon la Banque nationale du Rwanda. Par exemple, les secteurs en croissance, c'est le secteur de construction, le secteur du bâtiment, le secteur agricole, et tous ces secteurs ont besoin des intrants, ont besoin des équipements, ont besoin des investissements lourds qu'on achète à l'étranger. Du côté monétaire, on a plus besoin des devises pour acquérir ces produits dont on a besoin pour l'investissement. Donc, à court terme, c'est tout à fait normal que, comme la demande de la monnaie étrangère est haute, c'est tout à fait normal qu'il y a perte de la valeur de la monnaie nationale. La Banque nationale du Rwanda a récemment injecté une partie de ses réserves en dollars dans l'économie. L'institution financière a même introduit plusieurs mesures, dont l'interdiction de la tarification des produits en devises étrangères. Des interventions nécessaires pour mieux réguler le secteur. Les investissements qui sont en train d'être faits aujourd'hui, à un certain moment, ils vont commencer à rapporter. Donc des retombées économiques sur l'économie. Donc à ce niveau, parce qu'on n'aura pas encore besoin, pas aussi de ce volume de devises, donc la demande de dollars sera moins forte par rapport à aujourd'hui. Par conséquent, la monnaie nationale va se rééquilibrer encore, va reprendre sa valeur. L'inflation du franc rwandais atteignait 7% après le génocide de 1994. En 2015, elle était d'environ 5%. Les prévisions annoncent également une inflation de 5% pour 2016. Jean-Marie, comment expliquer cette pénurie du dollar américain sur le marché rwandais? Mon collègue vient très bien de l'expliquer dans le reportage, tout simplement pourquoi vous avez un pays qui est en train, c'est-à-dire d'avancer vraiment vers l'émergence. C'est-à-dire ce que le Rwanda met en place, on a besoin des devises pour acquérir les biens nécessaires qui sont les biens d'investissement. Comme ça a été très très bien expliqué dans le reportage, à savoir que quand vous avez un pays qui veut se développer, les intrants, si vous voulez, de tout ordre, qui rentrent dans le développement de l'économie rwandaise, ce sont des intrants qui sont des intrants externes. Sachant très bien que le dollar est la monnaie centrale des transactions de tous les échanges internationaux, le Rwanda en a besoin tout simplement. Pourquoi? Parce que la dynamique de sa croissance est forte. Donc à partir de là, il est tout à fait logique parce qu'on se retrouve dans une phase de ce que j'appellerais éventuellement la surchauffe de l'économie rwandaise. Cette surchauffe-là, elle va être... C'est une phase transitoire pour aboutir maintenant à un fonctionnement normal. Une fois que l'économie aura absorbé les secousses, si vous voulez, liées à cette demande interne de dollars-là qui est très très forte, je pense que la dynamique, le rythme normal de développement de l'économie rwandaise reviendra et permettra, si vous voulez, un développement beaucoup plus sécure. Alors Samuel, la Banque nationale du Rwanda a entre autres mesures récemment injecté une partie de ses réserves en dollars dans l'économie. C'est suffisant pour réguler ce secteur?
Je pense que ce ne sera pas suffisant, même si c'est déjà quelque chose d'appréciable. Je pense qu'il y a aussi d'autres choix économiques ou financiers qu'on peut faire. Et je pense que l'exemple zimbabwéen n'est pas à exclure. Il faut rappeler que le mois dernier, la Banque centrale du Zimbabwe a décidé d'importer 15 millions de dollars parce que cette pénurie du dollar se fait aussi ressentir au niveau de l'économie nationale de ce pays. Donc je pense que le Rwanda, peut-être à très court terme, si jamais la crise s'avère beaucoup plus prononcée, je pense que pourra recourir à ce type de solution. 0,7%, c'est notre chiffre du jour et il correspond au pourcentage repris par le Naira sur le dollar au deuxième jour de réintroduction de la flexibilité sur les taux de change. Jean-Marie, la monnaie nigériane semble se rééquilibrer peu à peu. Vous savez, Graziella, quand vous avez une économie dans laquelle les fondamentaux sont solides, tout ce qu'on peut voir, c'est-à-dire quand on nous parle généralement de croissance économique, les gens ont l'impression que la croissance est une hausse, c'est-à-dire continue sans interruption, alors que les cycles économiques sont là. Ce sont les cycles économiques, vous avez ce qu'on vous appelle, quand un chef d'entreprise ouvre une entreprise, il va planifier le court terme, le moyen terme et le long terme, et l'économie fluctue, si vous voulez, de la même manière. Donc à partir de là, ce qu'on peut ressentir à travers, c'est-à-dire, je dirais ces balbutiements, je dirais même pas ces petites secousses-là, ce n'est pas quelque chose de grave. Considérez, si vous voulez, à l'ensemble de l'économie nigériane qui est assise sur des bases qui sont relativement solides. Samuel, vous êtes d'accord ? Je suis d'accord, mais en même temps, je reste un peu sceptique parce que je pense que le Nigeria est dans une longue phase de fluctuation. Donc, cette monnaie peut se rééquilibrer par coup d'une semaine, 2 semaines, 1 mois et peut-être rebaisser ou remonter à un moment donné. Donc, je pense que c'est une phase de fluctuation qui va permettre d'observer ce type de rééquilibrage quasi permanent. Donc, attendons de voir si ce rééquilibrage devient structurel et là, on pourra dire Hamdoulillah. Jean-Marie, très rapidement. Ajouter tout simplement une chose assez rapidement, Graziella, c'est que le Nigeria est sur la bonne voie, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de corriger. Notre invité tout à l'heure parlait des correctifs à apporter, si vous voulez, à un système. Et le Nigeria, dont l'économie était assise sur la corruption, est en train de corriger, si vous voulez, ces imperfections-là qui font en sorte que l'économie va retrouver les bases de fonctionnement normales. Merci Jean-Marie. C'est à présent la fin de cette émission. Celle de ce jeudi sera consacrée aux tarifs extérieurs communs dans l'espace UEMOA. Madame Malika Salam, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes juriste d'origine béninoise. Jean-Marie, merci d'avoir été là. Bonsoir Graziella, enchanté d'avoir fait ce plateau avec vous. Merci et merci à vous Samuel. Merci Graziella, bonsoir. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Très belle soirée et à très vite dans l'Africa Newsroom.